Et si la plus grande révolution africaine ne se jouait pas par les armes, mais dans la rédemption de 15 600 bannis? Imaginez un instant, une nation entière, en proie à la tourmente, décide de transformer ceux que la société a relégués dans l'ombre en fer de lance de son espoir. Cette idée, à la fois audacieuse et terrifiante, bouscule les frontières de l'imaginable. Pourtant, au Burkina Faso, ce scénario est devenu réalité. Cette transformation n'est pas un simple acte symbolique ou un geste de désespoir, mais le fruit d'une longue histoire faite de souffrance, de résistance et d'un besoin vital de réinventer la justice et la souveraineté. Alors que les médias occidentaux annonçaient à la fin des surprises au Burkina Faso, un choc politique secoue le Sahel. Sous le soleil implacable de Ouagadougou, une décision radicale vient d'être prise. Le capitaine Ibrahim Traoré a ouvert les cellules pour remplir les rangs de l'armée. C'est bien plus qu'une réforme, c'est un séisme politique. 15 600 détenus, jadis rejetés et condamnés, forment désormais les unités CPU. Ces hommes, dont la plupart avaient été exclus pour des délits souvent liés à la précarité ou à l'injustice sociale, ne sont pas graciés, mais réaffectés. Leur dette ne se paie plus dans l'ombre d'une cellule, mais à découvert, face à la mort, en première ligne. Leur existence, autrefois synonyme d'exclusion, devient le moteur d'une résilience collective. Pour l'Occident, c'est une folie, un acte de défi qui défie toutes les logiques institutionnelles. Mais sur tout le continent africain, ce geste est perçu comme une audace visionnaire. Ici, la justice se mue en réinvention sociale et les exclus deviennent le socle d'une défense populaire. Ce choix rappelle d'autres tournants historiques où les sociétés, acculées, ont puisé dans leurs marges pour se redresser. On pense à la Rome antique, qui accordait la citoyenneté aux esclaves devenus soldats, ou à la Russie soviétique, qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, armait ses prisonniers pour défendre la patrie contre l'envahisseur. Mais jamais, dans l'histoire récente de l'Afrique, un geste de cette ampleur n'avait été tenté. Mais derrière les uniformes neufs, la tension monte. Pourquoi la France réactive-t-elle soudain ses réseaux de renseignement au Sahel? Est-ce par simple surveillance, ou craint-elle la propagation d'un modèle subversif capable de bouleverser tout le continent? Ce qui se joue dépasse largement le Burkina Faso. Il s'agit du droit des peuples à écrire leur propre récit, de la stabilité d'une région sous pression et du risque d'un affrontement indirect avec l'Occident. La moindre défaillance pourrait tout faire basculer dans le chaos. Mais chaque victoire redessine la carte du pouvoir en Afrique. Pour saisir la portée de cette mutation, il faut plonger dans l'histoire du Sahel et décrypter la logique profonde qui a mené à ce choix sans précédent. Comprendre le présent exige d'explorer le passé, car le Sahel, loin d'être une simple région géographique, est le théâtre d'une lutte multiséculaire pour l'indépendance et la dignité. Qu'est-ce qui a poussé un pays à miser sur ceux que tous avaient abandonnés? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de la crise et au parcours du capitaine Traoré. Le Sahel n'est pas seulement une région, c'est une blessure béante où s'affrontent survie et souveraineté. Sur cette bande de terre aride, qui s'étend de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge, le sable étouffe plus que les souvenirs. Il recouvre des décennies de complots, d'échecs et de rêves étouffés. Pendant près d'un demi-siècle, les puissances occidentales ont réduit le Sahel à un échiquier, avançant leurs pions sans jamais écouter la voix de ceux qui y vivent. Les frontières dessinées à la règle, héritées de la colonisation, ont fragmenté des sociétés millénaires, semant la discorde et la méfiance. Leur aide, souvent déguisée en mission humanitaire ou en opération de paix, n'a laissé derrière elle que des fosses communes et des dettes croissantes. La dignité s'est érodée, la violence s'est enracinée. Des villages entiers ont disparu, avalés par une guerre interminable, tandis que les discours de Paris ou de Washington promettaient stabilité et justice. Les promesses d'ordre et de progrès se sont souvent transformées en interventions musclées, en accords inégaux et en dépendance accrue. Comme l'a montré l'exemple du Mali voisin, l'intervention militaire étrangère, loin de résoudre les problèmes, a parfois aggravé la crise en créant de nouveaux foyers de tension et en alimentant la méfiance envers l'État central. Mais cette justice, pour beaucoup, n'était qu'un masque de soumission. L'intervention étrangère, censée restaurer l'ordre, a surtout creusé un gouffre de dépendance et de frustration.
Et quand les armées occidentales ont quitté le Sahel, elles ont abandonné un vide plus menaçant que leur présence. Ce vide, c'est le silence pesant des armes, mais aussi le tumulte des peurs, des espoirs brisés et des ambitions contradictoires. Pour le Burkina Faso, ce départ a ouvert une faille, un précipice, mais aussi une chance unique. Face à la menace, le choix est radical. Replonger dans le chaos ou tenter l'audace d'une souveraineté véritable. Ce pari, le capitaine Ibrahim Traoré l'a relevé. En moins de 2 ans, il a permis au Burkina Faso de reconquérir plus de 92% de son territoire, sans attendre l'aval des chancelleries étrangères ni s'appuyer sur l'aide occidentale. Sur les terres où flottaient les bannières de la terreur, on entend à nouveau battre le cœur des villages et résonner le rire des enfants. Cette reconquête, rappelant les grandes résistances africaines du passé, comme la guerre de Samori Touré contre la colonisation française, s'est appuyée sur une mobilisation populaire inédite. Des comités de vigilance se sont créés dans les villages, rappelant les structures traditionnelles de solidarité où chaque membre de la communauté devenait garant de la sécurité collective. C'est bien plus qu'une victoire militaire, c'est l'apparition d'un nouveau paradigme. L'enjeu n'est plus de défendre une ligne sur une carte, mais de redonner une voix et une dignité à un peuple trop longtemps muselé. Cette aspiration à l'autonomie rappelle les premières années des indépendances africaines, lorsque des leaders comme Thomas Sankara ou Kwame Nkrumah rêvaient d'une Afrique maîtresse de son destin, affranchie de la tutelle extérieure. Dans cette lutte, chaque décision est cruciale. Le risque est immense, retomber dans la spirale de la dépendance ou briser enfin le cycle pour écrire une histoire inédite. Pour la première fois depuis des décennies, un pays d'Afrique ose sortir des cadres imposés, et ce choix fait trembler des capitales bien au-delà de ses frontières. Mais la reconquête ne s'arrête pas là. Elle s'étend jusqu'à la justice, et au sort de milliers d'hommes oubliés derrière les barreaux. C'est là que la révolution burkinabé s'apprête à franchir un seuil qui, hier encore, semblait impensable. Au cœur de cette révolution, un chiffre ébranle toutes les certitudes. 15 600 prisonniers bientôt transformés en soldats. Cette décision radicale va bouleverser la justice, la sécurité et peut-être l'avenir du Sahel tout entier. Elle pose une question universelle. Qu'est-ce que la rédemption et jusqu'où une société est-elle prête à aller pour se régénérer? Et si la prison cessait d'être une tombe, pour devenir un champ de renaissance? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des États transforment leurs exclus en bâtisseurs de l'avenir. Au Brésil, par exemple, certains programmes permettent aux détenus de réduire leur peine par le travail social ou la participation à des projets de réhabilitation. En Afrique du Sud, la Commission Vérité et Réconciliation a offert une plateforme pour que les bourreaux d'hier deviennent les artisans de la paix. Mais dans le cas burkinabé, l'ampleur du geste est inédite. C'est le pari fou du capitaine Ibrahim Traoré. Face à la crise et à l'héritage colonial, il rejette la logique punitive de l'Occident. Ici, la justice n'est plus l'enfermement, mais la restitution et la reconstruction. Là où l'on imposait la punition, le Burkina Faso tente la transformation. Cette philosophie s'inscrit dans la tradition africaine du palabre, où l'on cherche à réparer et à réintégrer plutôt qu'à exclure définitivement. Ce ne sont pas 15 600 hommes qui ont été simplement graciés, mais réaffectés. Leur dette envers la nation n'est plus une peine cachée, mais un engagement exposé sur le terrain de la survie collective. Sous la bannière des unités pénitentiaires de combat, ces anciens détenus deviennent défenseurs, non plus parias. Ils suivent un processus de sélection, d'entraînement et de rééducation, inspiré à la fois des méthodes militaires classiques et des pratiques communautaires de réinsertion. La rupture est totale avec le modèle hérité de la colonisation. La prison, autrefois symbole d'humiliation importée, devient un passage vers la rédemption et l'utilité. La sentence change. La solitude laisse place à la solidarité, l'attente à l'action. Dans les camps d'entraînement, des psychologues, des anciens combattants et des leaders communautaires accompagnent les recrues, leur rappelant le sens de la fraternité et de l'engagement envers la nation. Ce choix choque l'Occident et divise les experts. Beaucoup dénoncent l'imprudence ou le populisme. Mais au Sahel, un espoir nouveau circule. Et si même l'exclu pouvait devenir pilier du pays?
Ce débat fait écho à d'autres moments de l'histoire où les sociétés ont dû choisir entre la peur du changement et l'audace de l'innovation. La transformation ne s'arrête pas à l'uniforme. Par une rééducation idéologique et historique, ces hommes découvrent une mémoire collective, l'histoire vraie du Sahel, débarrassée des récits imposés. Ils ne sont plus coupables, mais acteurs d'une renaissance nationale. Des ateliers d'histoire, de citoyenneté et de résolution de conflits sont organisés, afin que chaque soldat devienne aussi un ambassadeur de la paix et de la cohésion sociale. Dans les villages et quartiers, c'est une fierté qui renaît. On reparle d'honneur, de dignité, de bravoure face à l'adversité. Certains saluent le retour d'une justice ancestrale. D'autres redoutent une militarisation dangereuse. Mais partout, la tension monte. Transformer les marginaux en soldats bouleverse tout l'ordre social. Les familles, autrefois honteuses de leurs parents détenus, découvrent une nouvelle forme de respect, tandis que les jeunes voient dans ce parcours une preuve que la réinsertion est possible. Le pari est audacieux, les risques énormes. Basculer de la rédemption à une nouvelle répression, perdre le contrôle de cette force fraîche ou offrir un prétexte à une intervention étrangère. La frontière entre renaissance et chaos est fragile. Chaque décision pèse d'incertitude. L'histoire regorge d'exemples où des milices mal contrôlées ont menacé l'État, comme les Janjaouides au Soudan ou les milices de l'ex-Yougoslavie. Mais le Burkina Faso tente de prévenir ces dérives en encadrant étroitement la CPU. Derrière l'enthousiasme, l'inquiétude grandit. À quoi ressemblera cette armée d'ex-reclus? Qui la contrôle vraiment? Et pourquoi ce bouleversement attire-t-il, soudain, tant de regards inquiets venus de l'étranger? Mais cette révolution n'est pas sans conséquences. Déjà, des signaux d'alerte émergent, et la tension monte jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Les services de renseignement burkinabés travaillent main dans la main avec la société civile pour détecter tout signe de dérive, tandis que les partenaires régionaux observent avec prudence cette expérience unique. Quand la rédemption se fait arme, le monde retient son souffle. Miracle ou menace en devenir? Les unités de combat formées d'anciens prisonniers, après plusieurs mois d'entraînement rigoureux, surgissent comme une force nouvelle. Déployés sur leur propre terre, ces hommes connaissent chaque sentier, chaque visage, chaque faille de leur région natale. Cette connaissance du terrain, alliée à une motivation profonde, fait d'eux des acteurs incontournables du nouveau paysage sécuritaire. Désormais, leur loyauté n'est plus dictée par la peur, mais forgée dans l'intimité du sol et des souvenirs. Ils ne protègent pas un simple drapeau. Ils défendent la dignité rendue à leur village, la mémoire d'une enfance meurtrie, la promesse d'un avenir pour leurs proches. Plusieurs témoignages racontent comment, dans la région du centre-nord, des ex-détenus ont repoussé des attaques, alors que la population locale doutait de leur engagement. Leur courage a parfois surpris les plus sceptiques. Sur le terrain, les résultats bouleversent le quotidien. Là où la peur avait tout figé, les routes s'ouvrent de nouveau. Les marchés renaissent. Les écoles vibrent de rires d'enfants. Un sentiment d'appartenance réapparaît, balayant la défiance, ranimant l'espérance collective. Dans certains villages, des cérémonies de réconciliation sont organisées pour accueillir les nouveaux soldats, rappelant les rituels traditionnels où l'on réintègre celui qui a fauté, après qu'il a payé sa dette à la communauté. Mais cette renaissance attire tous les regards. La France, suivie d'autres puissances, multiplie les vols de reconnaissance, surveille les échanges et cartographie chaque position. Officiellement, il s'agit de missions d'aide ou de sécurité. Pourtant, dans l'ombre, les états-majors élaborent des scénarios d'intervention, à l'affût du moindre prétexte. Cette surveillance rappelle la guerre froide, où chaque initiative locale était scrutée à la loupe par les grandes puissances, craignant la contagion d'un modèle alternatif. Le risque est immense. Un simple accroc, un incident, une rumeur, une bavure isolée, suffirait à déclencher une réaction étrangère. Le Sahel, déjà meurtri, pourrait alors s'embraser, entraînant une conflagration régionale. La souveraineté du Burkina Faso, retrouvée au prix de tant de sacrifices, tiendrait alors à un fil. Pour éviter ce scénario, le gouvernement burkinabé multiplie les efforts diplomatiques, cherchant le soutien de l'Union africaine et des pays voisins,
tout en appelant à la vigilance de la population. Ainsi, l'expérience des unités de combat fascine autant qu'elle inquiète, modèle d'émancipation ou bombe à retardement. L'équilibre est fragile. Pour l'Afrique, l'enjeu se révèle immense, choisir la foi en la réhabilitation et l'indépendance, ou subir le retour d'un ordre imposé de l'extérieur. Ce choix, chaque pays de la région devra bientôt le faire, car la vague burkinabé inspire déjà des discussions au Mali, au Niger, et même plus loin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Le monde observe, partagé entre admiration et soupçon. Et une interrogation s'impose. La révolution du Sahel peut-elle vraiment ouvrir une voie inédite à la dignité des sociétés opprimées? Ce questionnement n'est pas que théorique. Il touche au cœur des débats sur la justice, l'intégration et la souveraineté dans un monde en pleine mutation. Mais derrière chaque victoire, la tension demeure. Car l'avenir du modèle repose sur la ténacité de ses acteurs et la vigilance d'un peuple prêt à défendre sa liberté, coûte que coûte. C'est la leçon de toutes les grandes révolutions. Ce qui commence dans l'enthousiasme doit s'ancrer dans la rigueur et la capacité à corriger ses propres erreurs. Et si la force réelle d'une nation résidait dans sa capacité à transformer ses faiblesses en moteur de renaissance? Cette interrogation, brûlante, traverse aujourd'hui toute l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, devenu laboratoire, offre un exemple inédit qui captive l'attention de ses voisins. Le Mali, le Niger, la Guinée, tous observent la trajectoire burkinabé. Car le geste du capitaine Ibrahim Traoré ne relève pas du symbole. Il démontre que la souveraineté ne se proclame pas, elle se bâtit, acte après acte, et se partage avec un peuple prêt à assumer ensemble son destin. Ce modèle s'inscrit dans une dynamique plus large de décolonisation mentale, chère à Frantz Fanon, où chaque peuple refuse les carcans hérités pour inventer ses propres solutions. La CPU n'est donc pas une armée de fortune. Elle incarne une philosophie, celle où la dignité ne s'implore plus, mais renaît par la participation, et non par l'aumône étrangère. Ici, chaque ancien détenu devenu soldat porte un message d'espoir, pour les exclus d'hier et pour les décideurs qui devront choisir entre l'ancien ordre et la régénération. Dans les écoles, les enseignants utilisent déjà l'exemple de la CPU pour illustrer la valeur du pardon, de la responsabilité et de l'engagement civique. Dans ce contexte, chaque chaîne rompue, chaque cellule vidée, devient symbole de rédemption. L'Afrique, longtemps enfermée dans des schémas imposés, entrevoit une alternative. Changer l'humiliation en énergie, la faute en responsabilité, la fracture en force collective. Ce souffle nouveau ne se limite pas au Burkina Faso. Il inspire des artistes, des intellectuels et même des entrepreneurs qui voient dans la réinsertion une clé pour résoudre les défis structurels du continent. Mais la voie est étroite. Le modèle CPU ne pourra triompher que si le Burkina Faso maintient justice, discipline et inclusion, sans jamais céder à la vengeance ni à la récupération politique. La moindre dérive et l'expérience exemplaire risquent de devenir prétexte à l'autoritarisme, ou pire, de replonger la société dans la violence et l'exclusion. Les autorités travaillent à mettre en place des mécanismes de contrôle indépendants, associant ONG, leaders religieux et représentants des familles, pour garantir la transparence du processus. Voilà l'enjeu colossal. Offrir à l'Afrique une route nouvelle vers la puissance et l'unité, sans perdre son âme. Car ici, risques et bénéfices avancent ensemble. D'un côté, la promesse d'une renaissance souveraine. De l'autre, la menace sourde de tout voir s'effondrer si le projet s'égare. Cette dialectique du progrès et du péril accompagne toutes les grandes mutations historiques, de la Révolution française à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais au-delà des discours officiels, comment cette transformation est-elle vécue dans la société burkinabé? Un regard au plus près des acteurs révèle des tensions, des doutes, mais aussi des éclats d'espoir inattendus. Dans les quartiers populaires, des collectifs de femmes s'organisent pour accompagner la réinsertion des ex-détenus, tandis que certains chefs traditionnels proposent des rituels de purification pour sceller la réconciliation. Le Sahel ne cherche plus à être sauvé. Il se relève, une chaîne après l'autre, et oblige le monde à regarder autrement. Cette résilience, forgée dans la douleur et la fierté,
rappelle les grandes sagas des peuples qui, face à l'adversité, ont su transformer l'épreuve en force. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse les frontières. Ce pays longtemps méprisé vient de briser les règles écrites ailleurs. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, plus de 15 600 hommes, jadis enfermés, sont devenus le bras armé d'un peuple en quête de dignité. Ce geste n'est pas une manœuvre de communication, ni un cri de détresse. C'est un signal fort. La justice n'est plus la cage héritée du colonisateur, mais une route vers la rédemption. Punir laisse place à reconstruire. Exclure cède devant l'intégration. Ce modèle fait trembler les vieilles puissances. Il prouve qu'un peuple capable de transformer ses exclus en défenseurs peut écrire sa souveraineté. Comme l'a montré l'histoire de la Chine après la révolution culturelle ou celle du Rwanda après le génocide, la capacité à transformer les traumatismes collectifs en moteur de renaissance est la marque des sociétés qui se relèvent. Le risque est immense. En offrant aux parias la possibilité de se réinventer, le Burkina Faso joue l'avenir de toute l'Afrique sur une idée simple: la renaissance par le courage, jamais par la soumission. La peur murmure que tout peut s'effondrer. Le chaos et la manipulation rôdent à chaque détour. Mais l'espoir crie qu'il est possible d'arracher la souveraineté au silence et aux chaînes du passé. Ce qui est à gagner, c'est la force de rebâtir des sociétés qui osent se regarder en face, choisir leur destin, protéger leur temps, leurs terres, leurs enfants. Ce qui est à perdre, c'est la répétition sans fin des tragédies anciennes, si la peur l'emporte, si l'on refuse d'inventer un autre chemin. L'exemple burkinabé montre que même les sociétés les plus fragilisées peuvent, par un sursaut de créativité et de solidarité, renverser le cours de l'histoire. Le Burkina Faso ne promet pas de miracle. Il pose une question brûlante. Jusqu'où l'Afrique est-elle prête à aller pour ne plus subir, pour se relever, pour se pardonner et écrire ses propres lois? Cette expérience ouvre une brèche dans l'histoire, une invitation à repenser la justice, la puissance et la souveraineté hors des modèles imposés. Elle invite chaque Africain, chaque citoyen du monde, à réfléchir sur le sens du pardon, du courage et de la dignité. Le Sahel n'est plus seulement le théâtre de la douleur. Il devient le laboratoire d'un possible nouveau. Si ce laboratoire réussit, un continent entier peut renaître, briser ses stigmates et faire entendre sa voix. Ainsi, la boucle est bouclée. Là où l'on ne voyait que désespoir, surgit la promesse d'une renaissance, fruit d'un pari collectif sur la capacité de l'homme à se transformer et à transformer son monde.